Le 21 septembre 1964 s'ouvre le procès du coup d'État du 18 février 1964 au Gabon. Cette audience menée par le régime de Léon-Mba n'est pas qu'un simple procès. C'est surtout là le moyen pour Léon-Mba, qui a été vraiment humilié par cette tentative de coup d'État, de se venger de ses adversaires politiques comme M. Jean-Hilaire Obam, qui a osé remettre en cause son autorité par le biais des militaires. Léon-Mba ne veut pas tout simplement punir les putschistes, il veut faire des exemples. Il veut montrer aux Gabonais que quiconque essaiera de faire un coup d'État le paiera au prix fort. Dès le début du procès, l'issue ne fait aucun doute. Les accusés ne seront pas entendus pour établir la vérité, mais bien pour être condamnés. Des hommes comme Jean-Hilaire Obam ou Pierre Claver Eyeg vont essayer de démontrer leur innocence. Mais dans cette cour, on avait l'impression que les dés étaient déjà jeté. Surtout que ce procès s'est tenu sous la haute surveillance des autorités françaises. Mais au-delà de tout ça, ce procès va permettre de découvrir certaines choses. Par exemple, les réseaux maçonniques qui ont influencé les militaires. Autant vous dire que ce procès ne va laisser aucune place à la clémence. Ce procès va arrêter des carrières politiques, propulser des carrières politiques et malheureusement, certains des condamnés vont mourir en prison. Ainsi, ce procès va complètement redéfinir le paysage politique gabonais. Les amis, aujourd'hui, nous allons découvrir le procès du coup d'État de 1964 au Gabon. Et vous allez découvrir que derrière les militaires qui ont fait le coup d'État, il y avait une main invisible qui a agi. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Alan Abessolo, je crée du contenu historique, politique, africain. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ailleurs, ces derniers temps, je suis très actif sur TikTok. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas également parce que je produis du contenu là-bas environ tous les 2 jours. Et d'ici peu, on va commencer les lives sur TikTok. Ce sera le moyen pour nous de se parler et d'échanger sur, par exemple, l'histoire politique. Où je pourrais, par exemple, faire intervenir des personnes qui ont eu des rôles importants sur l'histoire de l'Afrique et sur l'histoire du Gabon de manière générale. Les amis, sans plus tarder, Biaziassoum. Attendez. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Biaziassoum voulait dire? En réalité, Biaziassoum, c'est enfant et ça veut dire nous allons maintenant commencer. Si je vous explique ça aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le partenaire du jour, c'est Obangam. Obangam est un jeu de cartes fabriqué par des jeunes entrepreneurs gabonais qui permettent d'apprendre des langues gabonaises de façon complètement originale. Pour ceux qui ont des difficultés ou qui ne savent pas comment apprendre ou approfondir leur vocabulaire enfant, en Omienais ou en Téké, Obangam peut vous permettre d'apprendre un peu dans ces langues. En plus, Obangam vous permet également d'écouter les prononciations via un QR code. Donc c'est d'autant plus satisfaisant pour ceux qui veulent pratiquer et qui veulent écouter comment les mots se prononcent. Obangam partage quasiment les mêmes valeurs que la chaîne YouTube. En plus, c'est le tout premier partenariat que je vous présente sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à soutenir Obangam. Vous avez toutes les informations en description. Et merci encore à Obangam parce que c'est grâce à eux qu'on peut financer ce genre de vidéos. Les amis, cette fois-ci, pour de vrai, Biaziassoum. Léon-Mba, président du Gabon depuis 1960, enfin 1961, dirige le Gabon depuis son indépendance. Un homme politique rusé et autoritaire, il s'appuie sur son parti politique, le BDG, Bloc démocratique gabonais, pour gouverner. Il est également soutenu par la France, l'ancienne puissance coloniale. Sauf qu'en 1964, Léon-Mba se retrouve un peu en difficulté. Son rival de toujours, Jean-Hilaire Obam, ancien ministre et leader de l'UDSG, l'Union démocratique et sociale gabonaise, critique ouvertement les dérives autoritaires de Léon-Mba. Parce que Léon-Mba va écarter Jean-Hilaire Obam du gouvernement et va le nommer président de la Cour suprême, un poste sans véritable pouvoir politique. À cette époque, Léon-Mba n'a pas que des problèmes avec Jean-Hilaire Obam. Paul-Marie Godjou, un autre acteur clé de la politique gabonaise à cette époque, est également évincé du paysage politique par Léon-Mba, parce que ce dernier a tenté de limiter les pouvoirs que Léon-Mba était en train de se procurer. Et à mesure que les élections allaient approcher, Léon-Mba était en train de museler l'opposition. Mais dans l'ombre, un putsch se prépare. Et il est dirigé par le sous-lieutenant Adzo Béné. Avec lui, il y a Jacques Mombo, le lieutenant Valère Essono et l'officier Georges Koma. Ils sont tous jeunes et sont convaincus que l'armée peut inverser les rôles. Mais il faut également avouer que leur acte n'est pas juste poussé par un sentiment de patriotisme. Derrière eux, il y a la main de la franc-maçonnerie. Parce que Pierre Claver Eyeg, neveu de Jean-Hilaire Obam, est très proche de Daniel Béné. Et c'est lui qui va le convaincre de faire le coup d'État jusqu'au bout. Et vous allez même comprendre durant le procès qu'à un moment donné, Daniel Béné va renoncer à son coup d'État. Et Pierre Claver Eyeg va clairement le pousser à continuer. Et dans la nuit du 17 au 18 février 1964,
1964, tout est mis en place. Les militaires se déploient rapidement dans les zones stratégiques de Libreville. Un groupe de soldats investissent la présidence. Léon Mba, qui est surpris à ce moment dans son sommeil, est réveillé en sursaut à ce moment-là par les militaires. Il va même essayer d'appeler des proches collaborateurs, mais rien ne sera fait parce que les lignes seront coupées. Les putschistes rentrent dans sa chambre, l'arrêtent, lui et quelques-uns de ses collaborateurs, dont son neveu Lubin Martial Ntuntum. Pendant ce temps, d'autres points stratégiques de la capitale sont sécurisés. Les bâtiments administratifs, les axes routiers, la radio, tout est quadrillé par les militaires. Un communiqué à la radio annonce la chute de Léon Mba et la formation d'un gouvernement provisoire. Dans la population, les réactions sont un peu mitigées. Certains avaient un peu marre de Léon Mba, d'autres étaient un peu sceptiques parce qu'ils ne savaient pas où allait aller le pays. Et à la présidence, les militaires discutent qui pourra prendre le pouvoir après la chute de Léon Mba. Et pour eux, ça ne fait déjà aucun doute, aucun des militaires ne va prendre le pouvoir. Et aux environs de 10 heures, ils partent chercher Jean-Hilaire Obama chez lui. Et très vite à la présidence, un gouvernement provisoire est formé entre militaires, opposants et même opposants qui étaient en exil. Je pense par exemple à Germain Mba. Mais la France, dirigée à ce moment-là par le général de Gaulle, ne compte pas laisser tomber Léon Mba, un fidèle allié. Paul Cousseran, l'ambassadeur de France au Gabon, va clairement refuser de reconnaître le gouvernement dirigé par Jean-Hilaire Obama. Et dès le 19 février 1964, soit un jour après, la France décide d'intervenir et de remettre Léon Mba au pouvoir. Et les Nord-Atlas français atterrissent donc à Libreville. Objectif, remettre Léon Mba au pouvoir s'il est encore en vie. Et à ce moment, à la présidence, c'est la panique. Les ministres du gouvernement d'Obama savent que la situation est en train de leur échapper. Jean-Hilaire Obama appelle même l'ambassadeur et il essaie de le convaincre en lui disant que les intérêts de Paris ne sont pas menacés, mais rien n'est fait. L'offensive française commence et malgré la résistance des Gabonais, tout le monde sera arrêté en moins de 2 jours. Et même Jean-Hilaire Obama qui va tenter de s'enfuir sera également arrêté. Léon Mba, qui avait été transporté dans le Moyen Ogooué, sera ramené à Libreville où il pourra récupérer son trône. Et le 20 février 1964, Léon Mba reprend le pouvoir. Et là, la victoire de Léon Mba est totale et le procès sera sans pitié. Après leur arrestation à l'issue du coup d'État de 1964, les principaux protagonistes du coup d'État, c'est-à-dire Jean-Hilaire Obama, Daniel Mbene, Pierre Claver et Yege, les lieutenants Mombo et Essone et plusieurs autres accusés sont conduits à Dom-les-Bam. Dom-les-Bam est un camp de détention situé à l'intérieur du pays, en pleine forêt gabonaise, près du village de Nyonié. Dom-les-Bam n'est pas choisi par hasard, c'est parce que pour s'y échapper, c'est quasiment impossible parce que tout autour, c'est que la forêt. Le transfert à Dom-les-Bam se fait sous le contrôle des militaires français et là-bas, les accusés vont passer quasiment 5 mois afin de laisser le temps à Léon Mba et surtout à la France de préparer le procès. Le procès s'ouvre le 21 septembre 1964 devant la grande cour de sûreté de l'État. Le tribunal est présidé par Léon Auger et à ses côtés, il y a André Mintsa et le capitaine Nazer Boulingui. D'ailleurs, le capitaine Nazer Boulingui va énormément reprocher à Daniel Mbene de ne lui avoir pas dit qu'il y avait un coup d'État qui était en préparation. Et le commissaire du gouvernement à ce moment, c'est Aristide Isembe, ambassadeur du Gabon aux États-Unis et adversaire politique de Jean-Hilaire Obama. Les accusés sont accusés de complot contre la sûreté de l'État, complot et surtout rébellion armée. Malgré que le procès devait se tenir à huis clos, il y a quand même 2 journalistes français qui vont avoir accès. Un de l'agence France Presse et l'autre du journal Reuters. Les avocats de la défense sont commis d'office par le gouvernement, un signe qui pourrait laisser croire que l'issue du procès est déjà décidée. Et le premier à passer à la barre lors du procès, c'est Jean-Hilaire Obama. Jean-Hilaire comparaît devant la cour de sûreté de l'État sous une surveillance assez stricte. Dès son entrée, l'atmosphère est tendue parce que c'est un personnage plutôt central de l'affaire. Et surtout que le commissaire du gouvernement de l'État, M. Aristide Isembe, est un adversaire politique et personnel, même j'ai envie de dire, de Jean-Hilaire Obama. Et vous allez voir que ce sera très tendu entre les 2 hommes. Jean-Hilaire Obama commence à se défendre et affirme qu'il n'était pas au courant de la tenue du coup d'État. Il dit même qu'il a été surpris quand le matin, les militaires se sont dirigés à son domicile pour lui proposer de prendre le pouvoir. Pour la cour, ça ne fait aucun doute, il essaie de minimiser son rôle. Le récit de Jean-Hilaire Obama est tellement cohérent, on ne lui trouve rien d'embêtant, enfin au moment où il passe, que Aristide Isembe est en train de tourner le débat vers autre chose. Et c'est là où Aristide Isembe va lui dire qu'il était accusé aussi pour les détournements de fonds, chose en réalité qui n'a rien à voir avec le procès. Mais sauf que Jean-Hilaire Obama va tomber dans le piège et lui, il va
aussi accusé Aristide Dissembe d'avoir détourné des fonds quand il était à l'étranger. Le ton monte entre les deux hommes, il redescend rapidement d'ailleurs, mais Aristide Dissembe, à court d'arguments, va sortir un problème personnel de la vie privée de Jean-Hilaire Obama. Et là, il va l'interroger sur un scandale familial en lui disant, écoutez bien, que le fils de la fille aînée de Jean-Hilaire Obama est aussi le fils de son neveu Pierre Claver Eyeg. Je réexplique, la fille aînée de Jean-Hilaire Obama a eu un enfant avec Pierre Claver Eyeg, qui est son neveu dont il est très proche. Et là, il ne fallait pas dire ça, Jean-Hilaire explose littéralement de colère. Il se lève brusquement, il s'indigne, il ne comprend pas pourquoi on lui pose cette affaire-là à ce moment-là pour un procès qui concerne le coup d'État. Mais en réalité, tout le monde dans la salle est choqué par les bassesses des accusations de Aristide Dissembe. La salle se transforme alors en une cacophonie de protestations. Il comprend rapidement que rien n'est gagné d'avance. Vraiment rien du tout. Ensuite va venir à la barre celui que beaucoup estiment être le cerveau du coup d'État, celui qui a organisé le coup d'État. Et lors de sa comparution devant la Cour de sûreté de l'État, Daniel Béné ne cherche ni à minimiser son rôle, ni à se défendre d'ailleurs. Parce que dès son arrivée à la barre, il frappe sur la table et il dit « Je préfère mourir que de vivre dans un régime comme celui-ci ». Dès le début, il montre une envie de ne pas se soumettre au régime plutôt corrompu de Léon Mba. À la barre, il est fier, il affirme complètement son rôle, il ne nie quasiment rien. C'est quasiment le seul militaire de ce procès qui sera aussi droit dans ses bottes. Mais c'est pas tout, il va faire des révélations qui vont faire trembler la salle. Il va montrer les aspects cachés derrière le coup d'État, notamment l'impact des réseaux maçonniques. Il dit bien que le coup d'État n'était pas que l'initiative des militaires, mais aussi des réseaux maçonniques qui influencent le Gabon. Il parle également du rôle de son père dans la franc-maçonnerie, Pierre Claver Eyeg, le neveu de Jean-Hilaire Obama, je tiens à rappeler. Il lui dit bien que c'est lui, à plusieurs reprises, qui lui a dit que la France n'allait pas intervenir quand il a décidé d'arrêter le coup d'État. Mais Daniel Béné va encore plus loin. Il commence à comprendre et dit qu'il a l'impression qu'il a été juste une pièce qu'on a utilisée pour pouvoir renverser Léon Mba. Il dit que certains hommes politiques influents l'ont influencé pour pouvoir assouvir leurs ambitions politiques. Les propos de Daniel Béné provoquent un véritable malaise dans la salle parce qu'elle remet en question la version simplifiée du coup d'État. Mais il y a quelque chose qui va encore jouer en la défaveur de Daniel Béné, parce que quand d'autres personnes vont passer à la barre, je pense à Pierre Claver Eyeg, je pense au lieutenant Mombo, ces derniers vont remettre la faute sur Daniel Béné et il va littéralement s'énerver en plein procès, ce qui va également contribuer à la peine sévère dont il va écoper. Mais au-delà de tout ça, c'est pas un bon signe qu'il va envoyer au régime. Parce qu'au moment de son procès, il va littéralement cracher sur le régime de Léon Mba en dénonçant les nombreux jeux de pouvoir. Après lui, c'est Pierre Claver Eyeg, le neveu de Jean-Hilaire Obama, qui va comparaître. À la différence de Daniel Béné, Pierre Claver Eyeg est complètement désorienté. Il est timide, on a l'impression qu'il a peur, il veut minimiser son rôle, on lui présente clairement les faits. Tu as convaincu Daniel Béné de faire le coup d'État. Il est accusé également d'avoir utilisé les liens fraternels maçonniques pour avoir poussé Daniel Béné et les autres militaires à faire le coup d'État. Et on lui dit également, à ce moment-là, te souviens-tu également que tu as dit à Daniel Béné, au moment où il t'a dit qu'il ne voulait plus faire le coup d'État, tu lui as dit cette phrase, que fais-tu alors de la fraternité maçonnique? Cette phrase qui a été prononcée dans un contexte où Daniel Béné hésitait et directement utilisée contre Pierre Claver Eyeg pour clairement montrer qu'il a joué un rôle central dans le coup d'État. Et d'ailleurs, sa parenté avec Jean-Hilaire Obama, à qui on va remettre le pouvoir, ne va pas arranger les choses. Et il sera l'un des condamnés à avoir l'une des plus lourdes peines. Ensuite, c'est le lieutenant Jacques Mombo qui va aller à la barre. En fait, Jacques Mombo, c'est bizarre ce qui va se passer parce qu'il était connu comme étant un officier avec un très fort caractère. En arrivant à la barre, il est complètement méconnaissable. Il se lève péniblement, sa voix est faible et surtout presque inaudible. Ce n'est plus le même homme qui, avant le coup d'État, était plutôt arrogant, autoritaire, qu'on voyait dans les bureaux du directeur du cabinet du président. Et quand on l'interroge, il remet tout sur la faute de Daniel Béné. Il dit que c'est Daniel Béné qui l'a contacté pour l'inclure dans le coup d'État. D'ailleurs, il ne cherche même pas à expliquer pourquoi il a accepté, ni quelles étaient ses propres motivations à lui-même. D'ailleurs, cette absence de justification sera très mal perçue par l'audience, parce que rien n'obligeait le lieutenant Mombo à participer à ce coup d'État, comme il a bien voulu le faire entendre. Mais il y a autre chose, le lieutenant Mombo a arrêté Léon Mba, c'est lui qui allait capturer Léon Mba. Il avoue qu'il a menacé le président Léon Mba, arme au poing,
alors que ce dernier était tout nu. Et c'est également lui qui a forcé Léon-Mba à lire sa démission. Et pour Aristide Dissembe, c'est très grave même. Et Aristide Dissembe va profiter de l'occasion pour humilier le lieutenant Mombo. Il le gronde littéralement et il va clairement lui dire qu'il a découvert la nullité de la République en arrêtant le président dans de telles circonstances. Et à ce moment, le lieutenant Mombo se contente juste de baisser la tête. Et l'attitude du lieutenant Mombo sidère toute la salle parce que c'est vraiment quelqu'un à fort caractère. Et ce jour-là, on a l'impression qu'il veut pleurer limite. Beaucoup s'attendaient à une attitude beaucoup plus valeureuse pour un militaire. Mais non, il sera là un peu apeuré, un peu choqué par les événements. Mais la condamnation du lieutenant Mombo va surprendre plus d'un parce que la cour sera vraiment gentille avec lui. Pour quelqu'un qui a menacé le président arme à la main, vous allez voir que sa sentence ne sera pas très lourde. Ensuite, on a le lieutenant Valère Essono qui, un peu comme Mombo, aura une attitude un peu bizarre. Lui, on aura plutôt l'impression qu'il sera stressé par le procès. Lorsqu'il se lève même pour témoigner, on a vraiment l'impression qu'il est mal à l'aise. Et ça va le placer en position de vulnérabilité face aux accusations. Et il va faire la même chose que le lieutenant Mombo, c'est-à-dire dire qu'il n'avait rien en tête, c'est Daniel Béné qui l'a contacté pour faire le coup d'état. Mais il dit aussi qu'à un moment donné, lui aussi il a hésité, mais c'est Daniel Béné accompagné de Pierre Claver-Eyeg, le neveu de Jean-Hilaire Obam, je précise encore, qui sont venus pour le convaincre d'accepter de faire le coup d'état une seconde fois. Et c'est grâce à ces pressions-là qu'il a fini par accepter de faire le coup d'état. Mais alors qu'on pourrait croire que la cour allait minimiser son rôle, on le fait passer pour le lieutenant influençable, manipulable, surtout corruptible. Et ça ne va pas arranger les choses, malgré son rôle mineur dans le coup d'état. Et surtout, le lieutenant Esson, c'est celui qui a dit aux militaires gabonais, à la présidence, de tirer sur les militaires français pour défendre l'honneur du pays, en leur disant que c'était mieux de mourir avec fierté que de se faire humilier en étant emprisonné. Et à chaque fois qu'on rétorque sur ses propos, il a du mal à surenchérir. Il donne vraiment l'impression d'être un homme qui ne sait pas trop où il est en fait. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il aura une peine plus lourde que celle du lieutenant Mombo. Et je vous invite à rester à la fin, voilà pourquoi je ne donne pas les peines. Mais d'autres militaires vont également passer à la barre. L'adjudant Moussavou, militaire qui est connu pour être direct et intrépide, un peu comme Daniel Béné, ne va accuser personne, il va assumer son rôle dans le coup d'état. Et le commissaire Aristide Dissembe va même le trouver arrogant parce que il va clairement répondre de manière directe à toutes les questions. L'adjudant Léonard Anoto lui aussi va faire pareil, il ne va accuser personne, il ne va donner aucun nom, il va également assumer son rôle lors du coup d'état. En fait, le président du tribunal Léon Auger sera tellement impressionné par le franc-parler de Léonard Anoto qu'il va lui dire clairement va t'asseoir. Le sergent-chef Moulopou, ancien combattant lors de la guerre d'Indochine, va expliquer comment il a fait pour escorter Léon-Mba jusqu'à Lambaréné. Lui et le sergent Nzé qui ont accompagné Léon-Mba à Lambaréné, Aristide Dissembe sera clairement dur avec eux. Il va leur dire qu'ils sont sans cœur, bref, des trucs comme ça. Ensuite, on a le sergent Albert Eyong qui va clairement révéler que quand les Français vont atterrir à Libreville, il va leur dire de retourner. Et là, les Français vont dire que l'aéroport appartient à la France. Il va clairement dire aussi qu'il va demander aux militaires sous ses ordres de se rendre et de ne pas se battre. Ensuite, on a des civils, des politiciens qui vont être appelés à la barre. Ça va commencer par Paul-Marie Gondjou qui va clairement dire qu'il ne savait pas qu'il y avait un coup d'état. Il a été contacté le jour même et qu'en toute sincérité, il ne savait pas qu'il y avait un coup d'état en préparation. Jean-Marc Eko, ministre des Affaires étrangères, il va arriver, il va faire la même chose. Tirando Philippe et Gaston Boukabou Diengui, tous les deux ont été membres du gouvernement provisoire. Et eux, ils vont clairement dire qu'ils avaient vraiment des rôles subalternes et qu'ils ont juste suivi les ordres des militaires. Le docteur Éloi Chambrier aussi va être appelé à la barre. Et il faut rappeler que le docteur Éloi Chambrier, à cette période, c'est vraiment une figure qui est respectée. Mais lui, on va découvrir qu'il a assisté les putschistes sur le plan logistique et médical. Le procès sur le coup d'état du 18 février 1964 s'achève et les peines sont surprenantes et certaines sont assez lourdes. Jean-Hilaire Obam, qui a pris le pouvoir après le putsch, est condamné à 10 ans de prison et 10 ans d'interdiction de séjour au Gabon. Ajoutez à cela l'indignité nationale qui va empêcher à ce dernier d'exercer toute fonction politique. Ce qui va vraiment entériner la carrière politique de Jean-Hilaire Obam. Ensuite, on a le sous-lieutenant Adzo Béné. 20 ans de travaux forcés pour lui, assorti également de l'indignité nationale. Et petite précision, il ne va jamais sortir de prison puisqu'il va y perdre la vie. Le lieutenant Mombo qui a arrêté Léon-Mba
va juste prendre 5 ans de prison. Pierre Claver Eyege et Jean-Valère Essono vont également écoper de 20 ans de travaux forcés. Jean-Valère Essono certainement pour avoir organisé la révolte militaire après l'arrivée des militaires français. Et Pierre Claver Eyege, c'est sûr, c'est parce qu'il a rejoué un rôle central, utilisant les liens maçonniques pour avoir incité Daniel Béné à faire le coup d'État. Les adjudants Moussavou et Anoto, qui vont un peu comme Daniel Béné, montrer une attitude assez fière sans montrer vraiment aucun regret lors du procès, vont également prendre 20 ans de travaux forcés. Et pareil pour le sergent Albert Eyenge, qui va vouloir empêcher l'atterrissage des militaires français au Gabon. Du côté des hommes politiques, ce sera vraiment beaucoup plus chill, j'ai envie de dire. Paul-Marie Gondjou sera relaxé, Jean-Marc Eko sera relaxé, Philippe Tirando et Gaston Boukabu Ndiengi vont écoper des 2 ans de prison. Pareil également pour le docteur Éloi Chambrier. En fait, pourquoi j'ai dit que ce procès a redéfini l'histoire politique du Gabon? C'est parce qu'après ça, la France s'est tournée vers un homme, Omar Bongo, pour diriger le Gabon, et a éteint un autre homme, c'est-à-dire Jean-Hilaire Obama, qui n'a pas pu se relancer dans la politique, même après sa sortie de prison. Et même si des autres, comme le docteur Éloi Chambrier ou Jean-Marc Eko ou Paul-Marie Gondjou, ont eu des carrières politiques admirables après, on ne peut pas en dire autant des militaires. Et que dire de Pierre Claver Eyege? Et que dire aussi de Daniel Béné qui va mourir en prison? Et surtout, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur les révélations de Emmanuel Béné, le petit frère de Daniel Béné. Dans cette vidéo, j'explique vraiment les motivations des uns et des autres, comment ils ont vécu leur séjour en prison. Et ça va vraiment vous permettre de vraiment comprendre l'histoire de manière profonde. N'hésitez pas à aller la regarder. Et pour cette vidéo, j'en ai fini. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que comment vous trouvez qu'il y a peut-être une ressemblance entre Daniel Béné et le lieutenant Kelly Obiang? Dites-le moi en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Au revoir.